Ces photos ont été prises dans les années 30 en Algérie, dans le massif de l'Aurès, par une jeune femme dont la pensée et l'engagement ont marqué le XXe siècle, Germaine Tillon. Conservés sous forme de négatifs, jamais tirés et donc jamais publiés, ces clichés ont été retrouvés récemment. Ils témoignent d'un monde disparu, mais surtout ils éclairent la vie et la personnalité de leur auteur d'une manière inattendue. Cherchez le 3. Regardez si vous trouvez... Ah, le 3, voilà. 3. Germaine Tillon est connue pour ses travaux d'ethnologie portant sur les sociétés du bassin méditerranéen. Mais elle fut aussi résistante dès 1940 et survivante du camp de Ravensbrück où elle avait été déportée. Intellectuelle engagée durant la guerre d'Algérie, elle demeure une militante infatigable des droits de l'homme. Ah, voilà des grottes, voyez-vous, des grottes dans le rocher. Vous voyez-vous, des grottes dans le rocher. Et en baie. Avec ces images, ressurgit une époque qui fut fondatrice pour Germaine Tillon, celle de ses premières missions dans les Aurès, envoyée par son maître Marcel Mauss, le fondateur de l'ethnologie moderne. Nous retournons ainsi à ce qui fut à l'origine de ces théories. Ce qui m'intéresse sur le maraboutisme, c'est que vous avez tout incarné sur le maraboutisme. Oui. Et vous avez des photos de ce marabout de Rouffy que je pense qu'on peut... Ah ben voilà, c'est celui-là que nous avons été voir. Aujourd'hui, une historienne et un sociologue, Nancy Wood et Augustin Barbara, effectuent avec Germaine Tillon un travail d'inventaire et de rédaction en vue de la publication d'un livre de photos. Interrogée sur ces clichés et les conditions de leur réalisation, l'ethnologue répond très précisément. Mais elle aborde aussi les thèmes qui ont traversé toute sa vie. Le fonctionnement des groupes humains, l'aliénation de la femme, la nécessité de compréhension du monde. Je serais incapable de vous le dire. Je remarque que vous êtes très très précise. Toujours sur les dates. Oui, Bouzina, c'est un village des Aurès. Hein. Le lieu et la date. Lundi 13 mars 1935, 15 heures. Et vous notez neige, ciel couvert, réverbération, parasoleil, 100 posemètres. Ces photos, elles m'ont suivi pendant mon apprentissage. Donc elles sont, si vous voulez, le parallèle de mon apprentissage. Pourquoi est-ce qu'elles ont attendu 60 ans pour réapparaître? Parce que j'avais autre chose à faire. Ça, c'est exactement. Et quand j'ai été arrêtée, la police allemande, qui était l'Abwehr, ne s'est pas intéressée à mes photos. Ils s'intéressaient à d'autres choses qu'ils n'ont pas trouvées non plus. Et puis après, vous n'avez pas eu le temps. Et après, j'ai eu tellement d'autres choses à faire que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Oui, c'est vrai, exactement, j'ai pas eu le temps. Première question pour la débutante que j'étais, l'origine du mot Chaouia. Ce mot est arabe. Il sert à la fois à nommer un métier, une ethnie et une langue étrangère. Le métier peu rentable est celui de gardien de petit bétail. L'ethnie vit retranchée dans un massif abrupt et la langue qui lui appartient en propre fait partie de la grande famille berbère. Tiradibine, les gorges, Amarchadou, le Sommer, forêt de Mesbel, la caravane.
Mon travail, c'était de comprendre l'endroit où j'étais, d'enregistrer ce que me disaient les gens, de noter, de faire des photographies, mais pas seulement, de comprendre chaque détail de la vie quotidienne qui se présentait à moi. Alors, je faisais ce travail d'enregistrement et de compréhension, aussi bien que je pouvais, et puis à cheval, à travers des montagnes escarpées, sans route, etc., etc. Alors, nous sommes donc partis comme ça, en 1934, moi, avec des études qui avaient porté sur l'ethnologie surtout, mais aussi beaucoup sur la préhistoire, qui avaient commencé par la préhistoire, continué par l'ethnologie, et poursuivi aussi par la psychologie. J'avais fait aussi beaucoup de psychologie, et tous ces trucs-là convergeaient vers l'ethnographie. Alors, au fond, il est certain que quand Mauss m'en a parlé, j'aurais encore mieux aimé aller chez les Kanaks, ou chez des gens encore plus lointains. En Amazonie. Ou en Amazonie. Mais je me suis dit, après tout, n'importe où, pourvu qu'on ait un angle de visée. C'est-à-dire? Au fond, voyez-vous, un angle, quand vous regardez, quand vous voulez savoir la distance d'un astre, vous faites 2 angles. Voilà. Et bien moi j'avais besoin de 2 angles pour voir les origines humaines. Et les 2 angles, c'était quoi alors? Eh bien c'était n'importe quel autre pays et le mien. Voilà. J'arrivais à Aris, la capitale de l'Aurès. Une province qui nourrissait 14 000 familles dites indigènes et une trentaine de familles dites françaises. Les gens de cette région étaient semi-nomades. L'hiver, ils vivaient au Sahara, l'été tout en haut des cimes, et en mi-saison, près de la Guélaha, forteresse où ils stockaient leurs récoltes. Moi j'étais en 1934 à Aris. Attention, pas longtemps, parce que justement je ne voulais pas rester dans un endroit qui était en contact avec notre civilisation. Je voulais aller voir des vrais paysans dans leur vérité. Autrement dit, plus ils seraient berbères, plus ils seraient paysans, et plus ils seraient véridiques, plus ça me plaisait. C'est donc ça que je voulais. Si la nature m'avait pourvu d'un œil de cyclope au milieu du front, ou d'un museau de chien, je les aurais moins étonnés qu'avec mon costume de cheval, mon matériel de campement et les heures que je passais chaque jour à écrire. Passés les premiers étonnements, ils s'habituèrent à moi et s'aperçurent alors que je n'étais pas un animal malfaisant, résistant mieux qu'eux aux terreurs engendrées par les représentants de l'administration ou par ces monstres que l'on appelle les djinns. Dans les premiers mois, je me souviens que j'ai d'abord été écouter les gens et nous avons eu à ce moment-là, je leur racontais des histoires, je leur racontais, eux posaient des questions d'abord. Surtout, il y avait des tas de choses qu'ils ne comprenaient pas, alors ils venaient me le demander à moi. Je répondais aux questions qu'on me posait. Ensuite, moi, je leur en posais un petit peu aussi, mais au fond, je posais beaucoup moins de questions que je ne donnais de réponses. Je répondais plus souvent que je ne questionnais. Et ensuite, ils me racontaient, eux, des histoires édifiantes. Et ces histoires édifiantes, j'en ai raconté quelques-unes là-dedans, qui a été très édifiantes, sur l'origine du monde. Ils m'expliquaient tout ce qu'ils savaient sur l'origine du monde, sur Adam et Ève, sur etc.